Le corps humain fait-il l'objet d'une perception sociale différente selon le sexe de l'individu ? Alors pour y répondre, voyons ensemble comment sont appliqués les textes relatifs aux infractions sexuelles. Bienvenue à toutes et tous dans la collection Les causeries de l'égalité. Alors nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui afin de poursuivre la nouvelle série Égalité et genre sur le thème de la sexualisation du corps des femmes à travers le contentieux des infractions sexuelles. Bonjour Joanne, je suis ravie de vous recevoir à nouveau afin que nous échangions sur ce nouveau thème qui interpelle nombre de personnes. Bonjour Patricia, merci beaucoup pour cette nouvelle invitation. Je vais finir par prendre un abonnement à ces causeries. Je suis ravi de venir vous parler une nouvelle fois d'un autre sujet, cette fois, qui intéresse les femmes, mais pas que, et puisqu'il est question effectivement de notre corps. Alors en effet, j'ai un certain nombre de questions, comme vous l'imaginez, à vous poser. Et tout d'abord, la première qui me vient à l'esprit est la suivante. Avant d'aborder la question de la représentation du corps des femmes à travers le contentieux judiciaire attaché aux infractions sexuelles, il me semble important que nous comprenions bien comment le corps humain, en général, et sans aucune distinction liée au sexe des personnes, est protégé par notre système juridique de manière générale. Est-ce que vous pourriez nous éclairer déjà là-dessus ? Bien sûr. Le corps humain que vous envisagez dans sa globalité est effectivement considéré en droit comme le prolongement de la personne et sa protection a été instituée dans notre Code civil à partir de la loi du 29 juillet 1994 relative spécialement aux dons et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale, à la procréation et au diagnostic prénatal. Rien que ça. Depuis l'entrée en vigueur de ce texte, on retrouve à l'article 16-1, alinéa 1er du Code civil, la formule suivante : chacun a droit au respect de son propre corps. Alors ce respect implique, si on approfondit un peu la question, deux types de conséquences. La première conséquence tient à l'inviolabilité du corps humain, qui est présente dans le même article, et ce principe va venir protéger le corps humain contre les atteintes qui lui seraient portées par autrui. Alors en cas d'atteinte évidemment injustifiée causée au corps d'autrui, la victime va bénéficier d'un droit à réparation qui est attaché à ce fameux préjudice corporel, lequel préjudice bénéficie d'une arborescence, d'une déclinaison particulière dans notre droit, puisqu'il intègre à la fois les dommages matériels, comme par exemple les frais médicaux, le manque à gagner professionnel, et les dommages moraux, le pretium doloris précisément, le préjudice d'affection, le préjudice esthétique, ou encore, pour un autre exemple, le préjudice sexuel. Donc ça, évidemment, c'est la première conséquence, l'inviolabilité du corps humain. Ensuite, une seconde conséquence est quant à elle liée à l'indisponibilité du corps humain. Et ce principe signifie simplement que le corps humain ne peut pas faire l'objet d'une convention, qu'il est hors du commerce juridique. Alors l'idée essentielle qui est consacrée à l'article 16-5 du Code civil est que les conventions, et spécialement les contrats, ne peuvent pas avoir pour effet de conférer au corps, à ses éléments, à ses produits, une valeur patrimoniale. C'est pour ça qu'on parle de don du sang, et non pas de vente de sang, par exemple. Et c'est en raison de ce principe de l'indisponibilité du corps humain qu'est par exemple frappé de nullité le contrat de mère porteuse. Pourquoi ? Parce que, évidemment, il s'agirait de mettre à disposition son corps au profit du projet parental d'autrui, ce qui contrevient bien évidemment au fameux principe qui nous intéresse d'indisponibilité du corps humain. Alors cet exemple, je l'ai cité parce que, à mon sens, il commence à démontrer notre idée qui nous amène à converser aujourd'hui, qu'il existe une protection spécifique au corps des femmes. Alors, précisément, pour reprendre un peu cette idée, lorsque l'on sort du cadre du droit civil pour s'intéresser à la protection qui est accordée au corps humain en droit pénal, on retrouve
en façade uniquement, l'impression que le corps humain est protégé sans prêter attention au sexe des personnes. Ce qui veut dire que votre corps, comme le mien, est censé être protégé de manière indifférenciée par la loi pénale qui nous concerne tous les deux. Et donc, c'est exactement ce que l'on va retrouver précisément en fait dans le domaine des infractions qui présentent des atteintes corporelles parfois graves, puisqu'elles vont pouvoir atteindre notamment la vie. Par exemple, le meurtre, l'assassinat ou encore l'empoisonnement, mais encore également les actes de torture ou de barbarie, les violences ou encore les menaces, ont toute vocation, si vous voulez, à protéger le corps humain par les effets premièrement dissuasifs des lois pénales d'incrimination, sans aucunement prêter attention au sexe des personnes qui sont protégées quant à leur corps en général. D'accord, alors je comprends effectivement ce que vous nous avez présenté, mais est-ce à dire que dans d'autres hypothèses, eh bien, la loi pénale en vient à protéger tout spécialement le corps des femmes? Alors oui, c'est tout à fait cela, puisque lorsque l'on étudie le contenu des lois pénales, et a fortiori quand on enseigne cette matière passionnante aux étudiants, il est important de rappeler que les textes ne s'interprètent pas de manière littérale. Alors pas que littérale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certes, toutes les données qui sont propres au texte, que ce soit les mots utilisés, la syntaxe, la forme du texte en lui-même, sont certes à prendre en considération, mais il est important également d'aller rechercher derrière les mots et tous ces éléments, on va dire apparents, ce que le législateur a souhaité encadrer à travers l'adoption du texte étudié. Ce qui veut dire que l'esprit même d'un texte est à rechercher afin de donner au texte en question tout son sens, de le mettre en application afin qu'il puisse révéler toute l'intention qui est sous-jacente chez le législateur à travers le texte étudié. Alors si l'on s'intéresse à la lettre même d'un ou de plusieurs textes pénaux, on se rend compte très vite que très peu accordent une protection qui est exclusive au corps des femmes. Il n'y a guère que les articles 223-10 et 223-11 du Code pénal, qui en témoignent, puisqu'ils se saisissent d'un état qui ne peut concerner que les femmes, à savoir la grossesse, en vue d'interdire l'interruption forcée de grossesse, punie de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Mais si l'on s'intéresse davantage à l'esprit des textes pénaux, et pas uniquement à leurs lettres, en dépassant ces données apparentes, pour en identifier leur raison d'être, le corps des femmes peut alors apparaître comme l'objet cible de la protection légale. Vous voulez un exemple ? Oh, volontiers, oui. Alors, pour illustrer cette idée, il suffit de prêter attention à la lutte contre les mutilations sexuelles, et spécialement lorsque la victime est mineure. Je m'explique. On a un article intéressant, le 227-24-1 du Code pénal, qui a été introduit par la loi du 5 août 2013, qui prohibe, et là je cite le texte, le fait de faire à un mineur des offres ou des promesses, ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, ou encore d'user contre lui de pression ou de contraintes de toute nature, afin qu'il se soumette à une mutilation sexuelle. Alors, ce texte va jouer uniquement, et ça c'est le texte qui le dit lui-même, lorsque cette mutilation n'a pas été réalisée. D'accord ? Il s'agit alors, quand ce n'a pas été réalisé, d'un délit puni de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Car dans l'hypothèse où en fait la mutilation s'est produite, eh bien là on change de logique puisqu'on a des coups et blessures qui en résultent, et donc on est alors dans une violence de nature criminelle incriminée par l'article 222-10 et qui cette fois-ci fait encourir 15 ans de réclusion criminelle à l'auteur des faits. Alors, pourquoi je vous cite ce texte ? Tout simplement parce que si ce texte en question n'accorde pas dans sa lettre, dans ses données apparentes, de protection pénale spécifique au corps des femmes, puisqu'il ne cite pas spécialement le corps des femmes, il n'en est absolument pas ainsi de son esprit, de sa raison d'être profonde. Puisque la loi du 5 août 2013, que j'ai évoquée tout à l'heure, et grâce auquel ces dispositions existent aujourd'hui, cette loi a entendu adapter le droit français à la Convention d'Istanbul, Convention du Conseil de l'Europe, sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. On voit donc bien que cette convention, qui
à travers laquelle on a adapté le droit français en 2013, poursuit bien un objectif d'ériger des règles minimales en matière de prévention, ainsi que de poursuite et de répression des auteurs d'infractions auxquelles les femmes sont particulièrement exposées, telles que les violences sexuelles, les violences physiques et psychologiques, le harcèlement, les mariages forcés, les mutilations génitales ou encore ce que l'on appelle les crimes d'honneur. Et cette loi de 2013, si vous voulez, a un état d'esprit que d'autres textes par la suite ont pu reprendre à minima, ce qui est le cas d'un exemple un peu plus récent. La loi du 24 août 2021 a créé l'incrimination propre aux examens en vue d'attester de la virginité, pour incriminer justement ces fameux examens que subissent essentiellement des jeunes femmes, en vue, bien évidemment, de garantir le mariage tel qu'il est conçu selon certaines confessions. Parfois encore, les textes et surtout l'interprétation qui va en être faite abordent la question de la protection du corps des femmes de manière paradoxale, puisque les textes relatifs aux infractions sexuelles semblent, à mon sens, et je suppose que vous aurez des questions associées, entretenir une forme de sexualisation sociale différenciée du corps des femmes et respectivement de celui des hommes. Eh bien, si je vous suis dans votre raisonnement, nous serions donc, en matière d'infractions sexuelles, confrontés à des textes qui, en apparence, n'entendent pas protéger spécialement les femmes et leur corps, en n'intégrant pas notamment le critère lié au sexe de la victime dans leurs données, mais qui, notamment à l'occasion de leur mise en application par les juges, eh bien, en viennent à différencier, si j'ai bien compris, la protection du corps humain en tenant compte du sexe de la victime. Vous avez bien fait vos devoirs, c'est exactement ça. C'est parfait. Et c'est ce dont j'aimerais vous parler maintenant, parce qu'il me semble très important en fait d'insister sur ces représentations sociales lorsque en fait on les devine à travers le contentieux, alors que le texte lui-même n'invite pas à ces distinctions. Alors, au titre des atteintes à l'intégrité physique et à l'intégrité psychique qu'il entend dissuader et réprimer, notre code pénal permet de mener une lutte contre les comportements qu'il nomme les viols et autres agressions sexuelles, aux articles 222-22 à 222-33-1 du code pénal, pour les juristes qui sont susceptibles de nous écouter. Alors, les textes sur le fondement desquels la protection est mise en œuvre ne tiennent pas compte, mais seulement en apparence, du sexe des victimes, et ce, que ce soit dans leurs données de constitution ou dans les circonstances aggravantes qui sont prévues par la loi pour jouer en certaines hypothèses. Donc à la base, quand on regarde les textes, il n'y a pas de représentation sociale différenciée du corps humain en fonction du sexe de la victime de l'infraction sexuelle, qu'il s'agisse d'un viol ou d'une agression. Toutefois, ce n'est qu'une apparence. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir identifier plusieurs indicateurs qui vont converger pour nous permettre et me permettre d'affirmer que la mise en application des textes par l'autorité judiciaire, par les juges, conduit à une protection différenciée du corps humain selon qu'il s'agisse d'une femme ou encore d'un homme. Très bien. Alors, 3 indicateurs. Voyons le premier. Le premier, alors je l'ai mis en premier parce qu'il est le moins pertinent des 3, parce que la situation a évolué, mais vous allez voir à des rythmes assez différents. Ce premier indicateur, il tient de la définition légale du viol. Initialement, dans le code pénal, le viol était défini assez simplement comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. Cette définition est plutôt restreinte à la base parce qu'elle ne permettait pas d'appréhender certains cas de figure, et notamment l'hypothèse d'une fellation forcée que l'auteur pratiquerait sur la victime, puisque seuls étaient visés les actes de pénétration sexuelle commis sur la personne d'autrui. Or, la fellation forcée en tant que telle, subie par celui qui subit cette pratique sexuelle, confond les qualités d'auteur et de victime de l'acte de pénétration qui constitue matériellement le viol. Donc cette incompatibilité avait conduit au rejet même de la qualification pénale de viol dans un arrêt qui a fait grand bruit à l'époque, l'arrêt de la Chambre criminelle du 22 août 2001.
On voit donc bien que c'est la définition même du texte qui, impliquant son appréciation et son application stricte par les juges, en venait à exclure du champ d'application du texte ce type de comportement. Et il a fallu attendre, tenez-vous bien, l'entrée en vigueur de la loi du 3 août 2018, qui renforce la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, pour que la définition du viol change et qu'elle vise tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, et c'est là que c'est intéressant, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur. Donc vous voyez que commis sur la personne de l'auteur, sous-entendu de l'acte de pénétration sexuelle, permet alors, à partir de cette loi, de faire tomber, sous le coup de la qualification pénale de viol, autant le fait pour une femme d'imposer un rapport sexuel à un homme par pénétration vaginale pénienne, mais également le fait, pour l'auteur, de pratiquer une fellation non consentie sur la victime, qui alors peut être protégée sous l'angle, évidemment, de la qualification de viol. Alors, respectivement, quand la jurisprudence a refusé de voir un viol dans le cunilingus imposé, je prends le parallèle identique, on refuse la même chose, criminel, 14 octobre 2020, eh bien, le législateur s'est empressé d'élargir une nouvelle fois la définition du viol pour contrecarrer cette décision par la loi du 21 avril 2021 qui inclut dans la définition du viol tout acte bucco-génital. Oui, parce qu'il y avait un vrai vide juridique sur ce plan. Exactement. En fait, l'interprétation, elle était stricte en la matière. L'arrêt en question de 2020 est contestable à plusieurs titres, évidemment, mais on peut y voir, si vous voulez, une réaction beaucoup plus immédiate de la part du législateur en la matière, alors qu'il a mis plus d'une décennie à réagir à la fellation imposée pour y voir, bien évidemment, un viol. Ça fait presque 2 décennies, d'ailleurs, entre presque 2001 2 décennies, et 2018. Exactement. Vous comptez mieux que moi. Tout à fait. Alors, après ce premier indicateur qui, pour le coup, n'en est plus un aujourd'hui, puisque le législateur, bien évidemment, a revu la définition, il y en a un deuxième qui tient à la caractérisation des agressions sexuelles autres que le viol. Alors, un peu de définition. Le viol se distingue des autres agressions sexuelles en ce qu'il implique, pour sa constitution, la réalisation d'un acte de pénétration sexuelle forcée. Le viol est constitué lorsque la pénétration d'un sexe se produit et ou que la pénétration est le fait d'un sexe. Mais il vous faut ce comportement matériel qu'est la pénétration pour pouvoir envisager la qualification de viol. Or, dès qu'un contact sexuel est imposé à autrui et qu'il n'est pas constitutif, qu'il ne prend pas cette forme d'un acte de pénétration, la loi pénale va nous obliger, ce qui est normal, à changer la qualification des faits et à opter pour la qualification d'agression sexuelle. Il existe d'ailleurs des différences très importantes en termes de conséquences juridiques associées aux deux types de qualifications, puisque le viol est un crime, avec bien évidemment tout le panel de conséquences juridiques que produit cette qualification criminelle, tandis que les agressions sexuelles représentent des délits. Oui, et donc, bien évidemment, avec des conséquences juridiques de moindre gravité, voire même de moindre importance. Alors, en général, ce que l'on vise à travers les agressions sexuelles autres que le viol, c'est un acte sexuel qui est un acte en fait impudique d'une certaine gravité qui n'implique pas, et ça c'est fondamental, la pénétration sexuelle d'autrui. On pourrait citer plusieurs exemples en jurisprudence: caresse sur les parties sexuelles, toucher de la poitrine, des fesses, masturbation imposée, sachant que la jurisprudence, et elle a raison, ne nécessite pas le critère de nudité. C'est-à-dire qu'on peut voir, bien évidemment, une agression sexuelle dans le fait de caresser, d'imposer des caresses sur les parties intimes d'autrui, alors que ces parties sont habillées, vêtues. Alors, pour sa caractérisation, l'acte sexuel en question peut laisser une place plus ou moins importante à la représentation que l'on se fait sexuellement du corps de la victime. Et c'est là tout le cœur, en fait, de notre sujet, puisque c'est là, potentiellement, qu'une différence de perception, une différence de représentation du corps peut être faite selon que la victime est un homme ou est une femme. Alors, l'exemple symptomatique que j'ai choisi de développer
tient au toucher, au fait de toucher, sans son consentement préalable, les seins d'une femme, voire même de l'obliger à se toucher les seins. Y a-t-il ici une place pour la qualification d'agression sexuelle, alors que dans cette hypothèse, aucun sexe au sens anatomique du terme n'est concerné? Alors, quand on regarde un petit peu la jurisprudence en la matière, la réponse à cette question est assurément positive. Plusieurs décisions rendues en matière d'agression sexuelle, et notamment un arrêt du 11 juillet 1989, avec une donnée plus récente le 16 mars 2011, montrent en fait que ce type de comportement a déjà été poursuivi et condamné sous la qualification d'agression sexuelle. Mais cependant, dès qu'on prend une hypothèse différente et dès qu'on change de sexe chez la victime, dès qu'il s'agit donc de toucher de force le torse d'un garçon, la jurisprudence ne fait pas du comportement en lui-même un acte susceptible de constituer une agression sexuelle. Les arrêts dans lesquels ce geste a été retenu prennent à chaque fois la peine de préciser que le sexe de la victime a également été touché par l'agresseur, même par-dessus les vêtements. Ce qui veut dire que ce qui est suffisant pour une victime parce qu'elle est une femme est insuffisant pour une même victime parce qu'il s'agit d'un garçon ou d'un homme. Et là, la jurisprudence que j'ai trouvée, elle donne lieu à 2 arrêts, par exemple, un criminel 21 janvier 2009, ou encore un autre arrêt de la Chambre criminelle du 12 octobre 2010. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, à mon sens, que derrière ce contentieux, il y a, si vous voulez, une perception sociale différenciée du corps des victimes, en tenant compte de leur sexe, alors qu'on a commencé à échanger là-dessus ensemble. Il n'y a pas la plupart du temps dans la loi pénale de distinction entre le corps des victimes selon leur sexe, bien évidemment. Alors ça donne lieu, bien évidemment, à quelque chose d'assez surprenant parce que ça donne l'impression de faire entrer, si vous voulez, des critères de perception sociale du corps d'eux, alors qu'en fait, la loi pénale, elle, ne permettrait pas, dans sa logique juridique, une telle différenciation. Alors, si j'ai encore un peu le temps de vous en parler, j'aimerais parler avec vous du 3e indicateur. Alors, cet indicateur, il est lié au contentieux relatif à l'exhibition sexuelle. Et là, on va tomber dans une logique un petit peu différente. Alors, je m'explique. L'indicateur que je viens d'évoquer prend tout son sens de la représentation sociale différenciée. Prend tout son sens à travers le contentieux pénal relatif, cette fois, à l'exhibition sexuelle que notre code pénal incrimine à l'article 222-32. Alors, contrairement au viol et aux autres agressions sexuelles qui imposent, elles, un contact physique, l'exhibition sexuelle va être caractérisée quand une personne impose sa nudité ou la commission d'un acte sexuel réel ou simulé à un public non averti. Je précise bien, non averti. Ça veut dire qu'on impose à la vue, au regard du public, parce que le public ne peut pas s'attendre à ce type de comportement qui est outrageant d'un point de vue, on va dire, purement sexuel. Aussi, cette question de l'exhibition sexuelle s'est posée sous l'angle, en fait, des femmes qui, pour s'exprimer ou par simple liberté, exercice de leur liberté, se montrent seins nus dans des espaces publics sans en avoir, bien évidemment, averti le public ou les personnes qui se promènent dans ces différents lieux. Et les tribunaux français ont eu l'occasion de se prononcer sur cette question à l'occasion d'opérations notamment menées par un mouvement que vous connaissez peut-être, le mouvement des militantes du mouvement Femen, parce que justement, les messages brandis qui sont idéologiques par ce groupe féministe impliquent d'apparaître la poitrine dévêtue dans des lieux ciblés et dans des lieux publics ou accessibles au public. Alors, on a 2 jurisprudences qui sont assez intéressantes en la matière parce qu'elles démontrent cette idée, justement, d'une représentation sociale différenciée du corps des femmes. Alors, dans un premier arrêt rendu le 9 janvier 2019, la Chambre criminelle a vu une exhibition sexuelle dans le fait, pour une femme, de dénuder volontairement sa poitrine dans une église qu'elle savait accessible au regard du public, peu important les mobiles ayant, selon elle, inspiré son action.
Donc on voit bien que c'est la simple exhibition de la poitrine qui entre dans les données, selon cet arrêt, de l'incrimination d'exhibition sexuelle. Un autre arrêt, rendu cette fois le 26 février 2020, va dans cette même tendance et apporte une précision. Il nous dit que c'est à tort, que la Cour d'appel, dont la décision a été attaquée par le pourvoi en cassation, a énoncé que la seule exhibition de la poitrine d'une femme n'entre pas dans les prévisions du délit de l'article 222-32 si l'intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle. On voit donc bien que les juges du fond avaient tenté en la matière de considérer qu'à partir de l'instant où le but de la manœuvre n'était pas lié à une connotation sexuelle, n'était pas en lien à un mobile de nature sexuelle, on ne pouvait pas retenir l'exhibition sexuelle. La Cour de cassation revient sur cette approche, elle rend le mobile quelque part indifférent, la connotation sexuelle indifférente en la matière, et contribue concrètement à alimenter l'idée que le simple fait pour une femme d'exhiber en public sa nudité, sa poitrine nue, entre dans les données de l'exhibition sexuelle. Alors il y a une subtilité dans cet arrêt que je vous passerai, puisqu'on a retenu quand même la liberté d'expression pour neutraliser l'infraction, mais tout de même, le message il est le même. Il est de dire que la poitrine des femmes exhibée en public est une exhibition sexuelle. Eh bien, écoutez, je vous remercie de nous avoir, en tout cas, présenté la sexualisation du corps des femmes à travers le contentieux des infractions sexuelles. Je peux ajouter une petite précision. Vous pouvez vous disposer d'un petit moment si vous le souhaitez. Alors, l'idée, pour conclure, c'est que j'espère en fait vous avoir démontré que la sexualisation du corps des femmes est différente sous l'angle du contentieux pénal de celle en fait des hommes. Or, le droit pénal en vient, alors sans pour autant le prévoir lui-même dans sa lettre, je précise bien, ni même dans son esprit, à prévoir et à mettre en œuvre en fait une protection du corps des femmes qui est pour le moins paradoxale. Parce que si on regarde un petit peu de plus près les deux indicateurs que je viens de vous évoquer, on a, vous voyez, une sexualisation du corps des femmes qui va quelque part leur être profitable dans le contentieux des agressions sexuelles. Pourquoi ? Parce que on voit bien que la jurisprudence est plus protectrice de leur corps à elles qu'elle n'est protectrice respectivement du corps des hommes. Oui. Donc en fait, c'est une protection qui leur est cette fois profitable. Mais si on prend l'exemple inverse de l'exhibition sexuelle, on voit bien que pour un homme apparaître torse nu, le risque pénal est quasi inexistant. Alors que pour les femmes, il est bien présent. On voit donc que c'est paradoxal à un moment donné de protéger et à un autre en fait de considérer que cette protection n'est pas accordée. Et pire, elle fait émerger un risque pénal qui lui tient au sexe précisément des personnes. C'est pour ça que, à mon avis, on est vraiment, si vous voulez, face à une application différenciée des textes pénaux, avec en fait l'utilisation d'un critère, celui du sexe, qui est peut-être quelque part assez contestable, voire même inadéquat par rapport à l'objectif aujourd'hui que l'on veut mettre en œuvre. Et je pense même qu'il y a des répercussions sur le sentiment même de liberté qu'éprouvent les femmes par rapport à leur corps et à leur manière en fait de pouvoir le montrer et de pouvoir l'assumer en public. Et je pense que le message envoyé par nos juges à travers en fait le contentieux notamment d'exhibition sexuelle n'est pas forcément un bon message. Écoutez, je vous remercie, vous nous avez bien éclairé. Il nous reste quelques minutes concernant, enfin à peine, mais dans le deuxième indicateur, vous avez mis en exergue la question de l'agression sexuelle. S'il s'agit donc, par exemple, si j'ai bien compris, d'un homme qui caresse les fesses d'un autre homme, notamment son subordonné dans le cadre du travail, par exemple, là, j'imagine, même à travers les vêtements, c'est également sanctionné par le Code pénal. Exactement. Nous sommes bien d'accord. Exactement. Et ce que vous ciblez là est très intéressant parce que ça montre en fait que le corps n'est pas vu dans son ensemble. Oui, je Il est comprends. décomposé pour projeter sur certaines de ses parties une dimension sexuelle qui, elle, tient compte du sexe de l'individu.
Or, si on part de l'idée des fesses en question, eh bien, il n'y a pas là, pour le coup, d'application différenciée dans la loi pénale. En tout cas, je ne l'ai pas vu dans le contentieux en question. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Exactement. En revanche, pour la poitrine, c'est flagrant. Très bien. En tout cas, je vous remercie. Merci à vous, Joanne. Patricia, c'était un plaisir. Thank you.